Jeudi 8 février 2018, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. L'autorité nigérienne de régulation des télécommunications et de la poste, l'ARTP, et l'agence turque de régulation des technologies de l'information et de la communication ont organisé aujourd'hui à l'hôtel Gawai de Niamey un forum sur les technologies de l'information et de la communication. L'objectif est d'améliorer la gouvernance de ce secteur dans les deux pays. Le résumé de la cérémonie d'ouverture de ce forum avec nos reporters Aboubakar Souley et Ismaël Momouni. Maillon important, les technologies de l'information et de la communication TIC constituent un véritable facteur de développement économique et social pour un pays. Ainsi, pour effectuer avec brio leur mission de régulateur, c'est pourquoi l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste ARTP du Niger et l'agence turque de régulation des technologies de l'information et de la communication ICTA, liés par une relation de partenariat technique, ont décidé d'organiser le présent forum qu'elles ont bien voulu étendre aux autres structures sœurs africaines. La tenue du présent forum nigéro-turc sur la régulation des télécommunications, de l'information et de la communication constitue sans nul doute un créneau important de consolidation des expériences de nos structures respectives. Au cours du forum, nous aurons à échanger sur des questions d'actualité, notamment la problématique liée au développement des infrastructures de télécommunications et les pistes de solutions y afférentes, les approches réglementaires pour la promotion de nouveaux investissements dans le haut débit mobile et l'expérience de la régulation de ces secteurs en Turquie. Ce protocole traduit l'étroite collaboration entre le Niger et la République turque. La coopération bilatérale dans le domaine de la communication et des technologies de l'information a commencé avec la signature du protocole d'entente entre les deux autorités le 12 juin 2012 à Niamey. Ce protocole, qui a été révisé le 26 avril 2013, vise à développer davantage les relations de coopération et d'amitié entre la République du Niger et la République de Turquie. Le secteur des télécommunications occupe une place de choix pour les autorités actuelles, comme en atteste le ministre Sani Maigoshi. Le gouvernement s'est trop tôt investi à faire des TIC un vecteur du développement à travers l'adoption de mesures adéquates visant à permettre la généralisation de l'accès aux services des TIC et particulièrement les services de téléphonie et d'Internet. Du reste, dans son programme de la Renaissance Acte 2, des objectifs ambitieux ont été prévus, à savoir un taux de couverture nationale à 100% et du taux de pénétration à 100%. Au cours de ce forum, certainement des débats fructueux vont être engagés qui permettront, sans nul doute, un partage d'expériences en vue d'améliorer la gouvernance du secteur des technologies de l'information et de la communication dans les deux pays. Le 8 février de chaque année est célébrée la journée internationale de lutte contre l'épilepsie, cette maladie incurable qui, selon des statistiques, touche près de 50 millions de personnes dans le monde entier. Et la majorité de ces 50 millions de personnes atteintes de cette maladie a moins de 20 ans. Qu'est-ce que c'est que l'épilepsie? Plus de précision dans cet extrait d'une interview accordée sur la question par le médecin Dr Maman Sani, médecin généraliste. L'épilepsie, c'est une maladie neurologique qui est due en fait à une perturbation de l'activité du cerveau. Vous savez, le cerveau, il est constitué de plusieurs neurones qui fonctionnent comme vous considérez, comme c'est un circuit électrique que vous savez, et que dès que vous avez un dysfonctionnement ou une atteinte, n'est-ce pas, au fonctionnement de ce circuit, il faut l'appeler ainsi entre griffes, et c'est ce qui crée effectivement des crises, des convulsions, en fait, de manière répétée, et c'est ça en réalité qu'on appelle épilepsie. En termes de cause, dans la majorité des cas, et un terme médical que nous utilisons, c'est en réalité les causes ne sont pas connues. On dit qu'elles sont idiopathiques.
Il y a une cause génétique, effectivement, un facteur génétique qui est mis en jeu, mais en tout cas, la majorité des cas, presque 60% des cas d'épilepsie sont des causes non connues, c'est tout ce qu'on appelle les épilepsies primaires. Mais par contre, il y a d'autres qui sont secondaires et elles ont des causes qui sont connues. En fait, c'est d'autres facteurs, n'est-ce pas, externes qui peuvent avoir un impact sur le cerveau. Et comme si vous vous rappelez, on a dit que c'est l'atteinte effectivement de l'activité du cerveau, l'activité cérébrale. Alors là, ça peut en tout cas entraîner cette épilepsie. C'est notamment le cas des accidents vasculaires cérébraux. C'est par exemple qui est une complication en tout cas fréquente chez nous maintenant, liée surtout aux maladies chroniques, aux maladies cardiovasculaires. Ce qu'on appelle fréquemment le paralysie, que vous voyez beaucoup de personnes en tout cas développer ça dans nos centres de santé. À côté de ça, il y a des causes traumatiques, les accidents de voie publique avec le choc que nous voyons de tout temps, le traumatisme crânien peut aussi évidemment entraîner, n'est-ce pas, de ces genres de choses de manière effectivement fréquente, mais aussi d'autres séquelles de l'infection. Quand je prends par exemple la méningite c'est une atteinte effectivement de l'enveloppe qui recouvre le cerveau. Maintenant, après que la personne ait développé la méningite, n'est-ce pas, cette personne pouvait en tout cas avoir comme séquelle de crise d'épilepsie. Guérir si elle se développe. Peut-être les causes secondaires, on peut, si c'est lié à une tumeur ou à autre chose, on peut enlever. Mais pour les causes idiopathiques, on a dit les causes sont même connues, donc c'est prendre des dispositions pour en tout cas gérer les crises au quotidien. Voilà les explications du docteur Maman Sani, médecin généraliste, sur la maladie de l'épilepsie, dont c'est aujourd'hui, 8 février, la journée internationale de lutte contre cette maladie. Les moteurs de la société de raffinage de Zender, la Sora, seront bientôt coupés pour des travaux de maintenance. C'est en tout cas ce qu'a affirmé sur la télévision privée installée au niveau de Zender, Gaskia TV, le directeur adjoint de l'équipement au niveau de cette société que je vous invite à suivre. L'objectif visé à travers la grande maintenance, c'est d'abord faire des visites au niveau des équipements, parce que les équipements ont des périodes de visite et ces périodes-là sont bien planifiées et que c'est bien contrôlé par des organismes agréés par l'État. L'autre objectif, c'est aussi un objectif de sécurité, parce que pour la sécurité des équipements, vous êtes obligé de les visiter et d'être sûr que tout est en train de marcher bien. Il y a aussi un objectif de rentabilité, parce que quand l'usine fonctionne jusqu'à un certain temps, vous allez avoir un certain nombre d'équipements qu'il faut régénérer. Quand vous prenez les réacteurs, quand vous prenez les chaudières, donc vous êtes obligé de les inspecter pour nettoyer, pour décoquer. Tous ces travaux-là, ça contribue à un bon rendement de la production. Je vous rappelle que la dernière grande maintenance qu'on a connue date de 2014. Nous avons planifié le début des travaux ou l'arrêt de l'usine pour le 15 mars. La date pour le redémarrage, c'est autour du 2 mai. On estime le début du chargement à partir du 10 mai. En fait, nous avons organisé les travaux en 3 lots. Un lot qui concerne tout ce qui est machine tournante, c'est-à-dire les pompes, les compresseurs et tout ce qui s'ensuit. Et il y a aussi les équipements électriques et il y a l'instrumentation. Il y a un autre lot qui concerne les équipements qu'on appelle les équipements de process, comme les réacteurs, les tours, les fours, tout ça là. Et il y a un autre lot qui concerne la chaudière, les piping et tout ce qui est échafaudage. Nous avons pris aussi des dispositions. À partir du 1er janvier, on a augmenté la charge. La charge a atteint les 100% même. Une manière de reconstituer le stock. Certainement, quand on va finir les travaux, l'usine va reprendre sa santé. Il y aura plus de 300 personnes qui vont travailler. Donc, ce qui implique qu'il y a la main d'œuvre. Ça va permettre à nos agents de se former, de mieux connaître l'usine et de mieux prendre en charge les travaux qu'on est en train de faire. Ça ne va pas avoir d'impact sur l'approvisionnement local parce que déjà, actuellement, nous avons arrêté l'export en gaz, les GPL, et nous avons arrêté aussi l'export en essence, le super. Juste une manière de reconstituer le stock. Ça veut dire que pendant la grande maintenance, il n'y aura pas de problème d'approvisionnement.
En avril prochain va se dérouler dans 4 régions de notre pays les exercices militaires conjoints dénommés Flintlock. C'est des exercices militaires donc conjoints entre plusieurs armées de plusieurs pays au monde avec comme chef de file les armées des États-Unis d'Amérique. Et bien dans le cadre des préparatifs de cet exercice édition 2018 du Flintlock, le centre culturel de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger a organisé ce matin dans ses locaux un forum des acteurs de la société civile en vue d'élaborer des messages de mobilisation et de sensibilisation pour cette édition 2018 de l'exercice militaire Flintlock. Le résumé de la cérémonie d'ouverture de ce forum de la société civile sur les exercices Flintlock dans ce reportage de Nasser Sedou et Abdelrazak Hamidou. C'est l'auditorium du Centre culturel américain qui a servi de cadre à ce forum de la société civile sur le Flintlock et qui marque le lancement des activités rentrant dans le cadre des préparatifs d'exercices militaires conjoints du Flintlock justement, édition 2018. L'objectif de ce forum où on a invité des personnalités militaires, des personnalités des organisations de la société civile et des militaires américains et d'identifier des messages importants qu'on peut partager avec le public. C'est un exercice civilo-militaire pour d'abord informer le public que Flintlock va arriver, mais aussi encourager le soutien du public à cas de la lutte contre le terrorisme et la violence extrémiste. Comme vous le savez, le Flintlock déroulera à 4 villes principales, à Niamey, à Agadez, à Tawa et à Wallam. Une initiative appréciée à sa juste valeur par les participants. Nous sommes un ensemble des acteurs qui interviennent dans le domaine de la paix et de la sécurité, société civile, militaire, autorités religieuses, autorités coutumières. Donc c'est un panel de personnes qui sont toutes expertes dans ce genre de questions. Ce que nous avons compris de cet exercice, donc il y a Flintlock, qui est une activité connue de tous au Niger aujourd'hui, donc qui sera bientôt menée en avril au Niger. C'est dans ce cadre-là que ces personnes ont été invitées pour venir discuter afin d'édifier et d'apporter un petit plus par rapport aux véritables réalités de ces pays-là, notamment sur le plan sécuritaire-là, afin que les organisateurs puissent considérer ces penchants-là afin de pouvoir véritablement réussir dans l'exercice-là. Le Flintlock, c'est des exercices militaires à côté desquels se trouvent des exercices civilo-militaires. Civilo-militaires parce que aujourd'hui toute action, il n'y aura aucune action militaire qui puisse réussir sans la participation des civils. Et c'est pour cette raison, ils ont bien voulu dire que les organisations de la société civile, le marabout, les chefs traditionnels, tout le monde doit venir parler par rapport à cet aspect bien précis. Vous avez vu dans la salle, ne sont pas que des militaires. Il y a tout le monde, il y a la société civile, il y a les chefs traditionnels, il y a les organisations, comment on appelle ça, religieuses. Tout le monde est là et les gens vont faire en sorte de dire par rapport à la collaboration entre militaires. Voilà ce qui se passe. Et voilà, jusqu'à présent, le Flintlock qui existait, ça fait à peu près quelques années, le résultat est toujours mitigé. L'objectif de ce forum est de partager d'importants messages avec le public et démarrera en mars de cette année. Les 10 militants de l'opposition arrêtés en début de semaine alors qu'ils prenaient part à un sit-in à l'appel du Front de l'opposition indépendante FOI et qui sont donc en garde à vue depuis donc le début de la semaine au niveau de la police judiciaire devaient en principe être présentés ce matin devant le procureur de la République près du tribunal de grande instance hors place de Niamey. Une présentation qui n'a finalement pas eu lieu. Les raisons dans ce reportage de Ismaël Moumouni sur des images de la télévision Niger 24. Interpellé le dimanche dernier par la police pour tapage nocturne sur le lieu de la manifestation anti-loi de finances initiée par le Front de l'opposition indépendante FOI. Les dizaines de prévenus devaient être présentés ce matin devant le procureur, mais ça n'a pas eu lieu, comme les détenus n'ont pas été acheminés au tribunal, ce que fustigent les initiateurs du mouvement
Le commissaire de la PJ nous a rassuré hier qu'aujourd'hui à 10h on va transférer nos camarades ici au tribunal de première instance. Donc nous sommes venus depuis ce matin et on n'a pas amené nos camarades. Nous avons cherché à savoir le pourquoi auprès du procureur. Malheureusement le procureur n'est pas disponible. Il est parti, paraît-il, en réunion. Et nous ne savons pas pourquoi le procureur qui est censé les recevoir aujourd'hui à 10h va être à une autre réunion. Maintenant, on vient de nous faire savoir qu'après 10h, il n'est pas possible de les recevoir aujourd'hui, il faut demain. Cela veut dire que c'est reporté. Et cela n'est pas normal. Pourquoi? Parce que normalement, la garde à vue est de 48 heures. Après les 48 heures, on pouvait renouveler, certes. On a fait le renouvellement. Et le renouvellement doit terminer aujourd'hui, ça s'expire aujourd'hui. Et nous craignons que nos camarades ne soient transférés en prison alors qu'ils ne sont pas en force qui va les amener en prison. Voilà pourquoi nous sommes en train de crier, de lancer ce cri d'alarme auprès de la population nigérienne pour que les citoyens sachent qu'il y a déjà une mauvaise foi. Il y a déjà une certaine mesure qu'on est en train de prendre pour pouvoir amener nos camarades en prison illégalement. Pour les matos, membres du FOI, l'accusation n'est pas fondée, c'est juste une manière de casser leur élan en arrêtant leurs militants. Nous ne pouvons pas comprendre c'est quoi tapage nocturne alors que c'est légal notre manifestation. On a déposé un papier à la communauté urbaine, les autorités sont au courant, la population est au courant. C'est la preuve que nous avons fait notre manifestation en bonne et due forme. Ensuite, nous voulons faire comprendre que ce tapage nocturne-là, il y en a qui le font illégalement chaque nuit à Niamey, partout dans la ville de Niamey. Les bars animent et les gens animent là où ils veulent. On ne les a pas inquiétés. Pourquoi nous, en tant que structure organisée, des structures politiques qui sont là au nom du peuple, alors que nous avons informé ce peuple-là, nous avons informé les autorités de manière légale, on va venir nous accuser de cela et nous empêcher de dormir et vouloir tout simplement nous intimider. Nous ne pouvons pas cautionner cela et nous ne pouvons pas abandonner la lutte. Le front de l'opposition indépendante, FOI, invite tous les démocrates et puis de justice à se mobiliser pour demander la libération de leurs militants, mais surtout redoubler d'efforts pour lutter contre la loi des finances. Journée culturelle aujourd'hui au Musée national de Niamey. Elle a regroupé les élèves des collèges, les élèves donc des différents établissements du complexe scolaire privé d'enseignement Kokena. Une journée culturelle qui vise donc à mettre en valeur la culture nigérienne. Je propose de suivre un résumé, un compte rendu de cette journée culturelle des élèves des établissements d'enseignement privé scolaire Kokena. Dans ce résumé de nos reporters Khalid Bourema et Adam Soumana. L'ensemble des établissements Kokena de la capitale se retrouve ainsi à travers ce cadre récréatif et culturel que constitue le musée national Boubou Hama pour une fête culturelle. Une initiative des responsables de l'établissement permettant aux scolaires, tous niveaux confondus, de passer un moment inoubliable. Nous avons organisé cette journée pour permettre non seulement aux enfants de se récréer, en plus de se rappeler également de leur culture à travers leur habillement. Donc nous avons tenu avec les parents qui ont apprécié cette initiative qui permet à chaque enfant de porter un habit traditionnel ou accoutrement traditionnel qui permettra non seulement de faire ressortir notre culture et ensuite d'enraciner, de créer les liens de fraternité, de cousinage, de renforcer les liens de cousinage entre les différentes couches sociales du Niger. Nous sommes là et les enfants sont en train de montrer leurs habits, ils sont en train de danser. En plus de ceci, ils vont montrer des sketchs, des danses traditionnelles, de chansons traditionnelles et à la fin nous allons tous nous amuser et rentrer à la maison. Danse traditionnelle du terroir et la musique moderne nigérienne étaient au rendez-vous pour joindre l'utile à l'agréable au bonheur notamment des plus jeunes. On trouve ça très bien, ça nous permet de connaître telle race et cousin avec telle race et cousin avec telle race. On arrive à jouer, à blaguer ensemble. Maintenant, on est comme des frères et sœurs. Merci aux fondateurs. Je suis vraiment fière et je remercie beaucoup les fondateurs parce qu'on a eu à beaucoup jouer, s'amuser. Je remercie vraiment le fondateur et le reste des fonctionnaires. Le cadre est très bien parti parce qu'on ne laisse pas les enfants partir. Il faut d'abord qu'on finisse de la réunion là. Pour pouvoir partir regarder les autres animaux. Et encore, on a montré que c'est dangereux de
jeter les animaux et de les... Une noble initiative des établissements Kokena qui doit faire école pour non seulement inculquer la riche culture nigérienne aux scolaires, mais aussi et surtout pour leur plein épanouissement. Et pour refermer cette édition, nous vous proposons de suivre un résumé de l'étape de Birnin Koni de la tournée en profondeur à l'intérieur du pays, entreprise par un groupe de députés de l'opposition parlementaire, une tournée qui a duré du 30 janvier au 6 février dernier et qui visait à sensibiliser les populations sur les mesures fiscales antisociales contenues dans la loi de finances 2018 ainsi que le processus de l'élaboration du code électoral qui doit régir donc les futures élections dans notre pays. Le résumé donc de l'étape de Birnin Koni avec nos envoyés spéciaux Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Pour une fin de mission, c'en est une belle que la cité Carrefour du Niger, Koni, a offert à la délégation des parlementaires de l'opposition en tournée dans les régions d'Agadez et Tawa. Accueilli en grande pompe, suivi d'un cortège ayant accompagné les hôtes jusqu'à leur lieu d'hébergement. Quant au rendez-vous du lendemain à la maison des jeunes et de la culture de la localité, il a répondu à toutes les attentes côté mobilisation. Toute chose qui a énervé les membres de cette délégation ayant pris la parole tour à tour pour expliquer l'objet de la présente mission en marge de laquelle le chef de la délégation des parlementaires de l'opposition a tenu à brosser le bilan tout en faisant cas de l'objectif assigné à cette mission. Nous avons observé tous les calvaires des Nigériens qui empruntent la route Tawa-Agadez, tous les calvaires des Nigériens qui empruntent la route Agadez-Arlit. Nous avons initié cette tournée pour aller compatir à l'immense douleur des populations nigériennes qui se sont vues administrer par le pouvoir en place le coup de grâce à travers l'adoption de la loi de finances 2018 après 7 longues années d'agonie. Il était important pour nous, députés de l'opposition, de venir demander pardon à ces populations. Il était aussi nécessaire pour nous d'aller de vive voix dire aux populations nigériennes notre rejet de toutes ces lois électorales taillées à la mesure rose et de la CENI entre guillemets qui en est résultée, qui de notre point de vue a toutes les allures d'un organe du Conseil exécutif national du PNDS Taraya. Une mission donc jugée satisfaisante par l'ensemble des membres de la délégation qui se réjouissent de l'accueil dont ils ont fait l'objet tout au long de leur parcours. Occasion pour le chef de cette mission de notifier leurs attentes à l'issue de cette tournée. Nous attendons que la population puisse s'élever comme un seul homme pour se battre pour sa liberté, pour se battre pour la démocratie et l'état de droit. Très souvent, ceux qui nous gouvernent disent sur les médias que la contestation n'est confinée qu'à Niamey et que dans le reste du Niger, au niveau de l'intérieur, les populations sont totalement satisfaites de leur gouvernance. À présent que nous avons pu démentir cette thèse, il appartient à chacun et à chacune des fils et des filles de ce pays de se lever pour se battre. Nous ne pouvons pas accepter que des gens arrivent au pouvoir par des mécanismes démocratiques et qu'ils veuillent exercer leur pouvoir par la force sur le peuple nigérien. Ainsi, comme à l'accoutumée, Koni n'a pas failli à sa tradition de mobiliser ses fils et filles autour des idéaux que partagent les partis membres de l'opposition au Niger. La mobilisation des Konnawa dans cette démarche des parlementaires de l'opposition est assez illustrative et démontre si besoin est que l'initiative du groupe parlementaire Zamzam Lomana Hankouri d'aller à la rencontre du peuple nigérien est salutaire à plus d'un titre.